Il existe un endroit sur Terre si isolé qu'il faut plus d'une semaine pour l'atteindre par la mer. Pas d'aéroport, pas de pont, aucune route reliant cet endroit au reste du monde. « 250 personnes y vivent et la plupart ne veulent jamais partir. Voici Tristan da Cunha. Regardez cet océan. Il n'y a rien autour pendant des milliers de kilomètres dans toutes les directions. Pas d'autres îles. Pas de voies maritimes. Aucun secours à portée de main. Pourtant, au milieu de tout ce vide, les humains ont choisi de construire une maison. Et ils ont choisi de rester. La terre habitée la plus proche est Sainte-Hélène, à près de 2400 km. L'Afrique du Sud est à plus de 2800 km à l'est. Le voyage en bateau prend entre 6 et 10 jours, selon les tempêtes. Et il y a toujours des tempêtes. Après plusieurs jours en mer, l'île apparaît à travers le brouillard comme sortie d'un rêve. Un cône volcanique unique s'élève droit depuis l'océan, pas de plage, pas de côte douce. Juste de la roche, des nuages et le rugissement de l'Atlantique Sud. Voici votre premier et seul avertissement. Cet endroit suit ses propres règles. Et pourtant, nichés sous ce volcan, il y a des maisons colorées avec des jardins. Des enfants vont à l'école, des pêcheurs partent avant l'aube. Une communauté qui a survécu aux éruptions, à l'isolement et à l'attrait du monde moderne. Et ils appellent toujours ce rocher perdu au milieu de nulle part, leur maison. Tristan da Cunha se situe à 37 degrés de latitude sud, profondément dans les Roaring Forties. Ce sont quelques-uns des vents océaniques les plus violents de la planète, faisant le tour du globe sans interruption. Il n'existe aucune barrière naturelle entre cette île et la fureur de l'océan. L'isolement ici n'est pas seulement géographique, il est absolu. Pendant plusieurs mois d'affilée, les mers autour de Tristan deviennent totalement impraticables. Aucun navire ne peut accoster. Aucun navire de ravitaillement ne peut s'approcher. L'île disparaît simplement du reste du monde. Ses habitants doivent être prêts. Et ils le sont toujours. Il n'y a qu'un seul port sur toute l'île, Calcho Harbour. Par mer calme, il semble presque pittoresque, avec de petits bateaux se balançant doucement. Mais les jours calmes sont rares. Accoster est une compétence qui prend des années à maîtriser. Une erreur, et la mer emporte tout. Faute de quai approprié, chaque bateau doit être tiré à terre à la main. Chaque navire arrivant doit jeter l'ancre au large et transférer la cargaison par de petites embarcations. Tout ce qui arrive sur l'île, médicaments, carburant, machines, courrier, passe par ce moment. Tout dépend de la clémence de la mer. Imaginez-vous au bord du monde, sachant que le médecin le plus proche est à plusieurs semaines. Sachant que si quelque chose se casse, il n'y a aucun magasin pour remplacer. Sachant que le prochain navire pourrait ne pas arriver pendant des mois. Ce n'est pas une métaphore.
C'est un mardi à Tristan d'Acunha. Été découverte pour la première fois en 1506 par l'explorateur portugais Tristão d'Acunha. Il donna son nom à l'île, mais n'y posa jamais le pied, la mer était trop agitée. Pendant les 3 siècles suivants, elle n'apparut sur les cartes que comme une simple note. Un rocher balayé par les vents que les marins évitaient autant que possible. Tout change en 1815, lorsque les Britanniques exilent Napoléon à Sainte Helena, à proximité. Craignant que les Français n'utilisent Tristan comme base pour le libérer, la Grande-Bretagne revendique l'île. Une petite garnison est installée pour surveiller l'horizon. Napoléon meurt. La garnison se prépare à partir. Mais un homme refuse de partir. Cet homme s'appelait William Glass, caporal écossais, avec une jeune épouse et une vision. En 1816, il signe un accord officiel avec 2 autres hommes pour rester et construire une communauté. Partage équitable du travail, partage équitable des récoltes, une société fondée sur l'équité dès le départ. Il est considéré comme le père fondateur de Tristan d'Acunha. Dans les décennies suivantes, quelques marins naufragés, esclaves libérés et autres colons rejoignent la communauté. De ces quelques individus émerge cette famille et elle subsiste encore aujourd'hui. Glass, Green, Swain, Repetto, Rogers, Lavarello, Hagan. À Tristan d'Acunha, chacun appartient à l'une de ces 7 familles. Pendant plus d'un siècle, ces familles ont construit leur vie dans un isolement quasi total. Pas de télégraphe, pas de radio, aucun lien avec l'extérieur sauf le passage occasionnel d'un navire. Ils développent leur propre dialecte, leurs traditions et leur manière de mesurer le temps. Le reste du monde avançait, Tristan d'Acunha restait inchangé. Au milieu du XXe siècle, la communauté comptait environ 270 personnes. Ils cultivaient des pommes de terre, pêchaient autour de l'île et élevaient quelques animaux. La vie était dure, simple et profondément communautaire, le genre de vie que la majeure partie du monde avait déjà oublié. Puis, en 1961, la montagne s'éveilla. Le 9 octobre 1961, le sol sous Tristan d'Acunha a commencé à trembler. Une nouvelle cheminée volcanique s'est ouverte pas sur la montagne, mais juste à côté du village. La lave a commencé à couler vers la seule colonie de l'île. Il n'y avait pas de temps pour débattre. Chaque personne devait partir. Toute la population de 264 personnes a été évacuée d'abord vers le Cap, puis en Angleterre. Ils sont arrivés à Southampton presque les mains vides. Quelques vêtements, quelques photos, de vieux souvenirs. Pour la première fois de leur vie, ils ont découvert les voitures, les supermarchés et la télévision. Le monde moderne devait sembler être une hallucination. Le gouvernement britannique leur a fourni des logements dans le Hampshire et une nouvelle vie. Ils avaient l'électricité, l'eau courante, les soins de santé du NHS et tous les conforts.
Mais les insulaires étaient profondément malheureux. Ils se souvenaient du vent. Ils se souvenaient du silence. Ils se souvenaient les uns des autres d'une manière particulière. Lorsque les scientifiques ont déclaré l'île sûre pour le retour en 1963, le gouvernement britannique a offert un choix. Rester en Angleterre avec tout le confort ou retourner sur ce rocher volcanique isolé. Presque tous les insulaires ont choisi de revenir. Le monde était stupéfait. Les insulaires n'avaient pas besoin que le monde comprenne. En 1963, les navires sont revenus. Lorsque l'île est apparue à l'horizon, les gens ont pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement, pour quelque chose de plus profond que le mal du pays. On leur avait offert le monde moderne entier et ils ont dit « Non, merci ». Cet endroit, ce rocher volcanique difficile et isolé, c'était là qu'ils appartenaient. La lave de 1961 avait en réalité étendu le littoral de l'île, ajoutant de nouvelles terres. La vie était revenue sur les champs noircis. Les parcelles de pommes de terre ont été replantées. Les maisons ont été reconstruites, les bateaux de pêche remis à l'eau, et la communauté a recommencé. Certaines catastrophes ne détruisent pas un lieu, elles rendent simplement plus difficile de le quitter. La seule colonie de l'île s'appelle Edinburgh of the Seven Seas. Elle porte le nom du prince Alfred, duc d'Édimbourg, qui l'a visité en 1867. Il y a une route, quelques dizaines de maisons, une école, un petit hôpital et un bureau de poste. C'est, de toutes les manières mesurables, la colonie habitée en permanence la plus éloignée de la Terre. À Tristan d'Acunha, tout le monde connaît tout le monde, car ils ne sont que 250. Vous connaissez vos voisins non seulement par leur nom, mais par le son de leurs pas. Il n'y a pas d'étrangers ici. Il n'y en a jamais eu. Dans un monde ayant oublié ce que ressent une vraie communauté, cet endroit se souvient. L'île fonctionne selon une tradition appelée « main pour main ». Quand quelqu'un a besoin d'aide, construire une maison, réparer un bateau, récolter, la communauté se mobilise. Pas de paiement, pas de contrat, pas de poste sur les réseaux sociaux pour demander des volontaires. Juste des voisins, faisant ce que les voisins sont censés faire. Il n'y a presque pas de criminalité à Tristan d'Acunha. Les habitants ne verrouillent pas leurs portes, non pas par négligence, mais parce que ce n'est pas nécessaire. Dans une communauté si petite et interdépendante, trahir son voisin est impensable. On ne vole pas les personnes que l'on reverra au petit déjeuner le lendemain. Les enfants grandissent ici avec une liberté que la plupart des enfants du monde n'ont jamais connue. Ils parcourent l'île sans surveillance. Ils connaissent tous les sentiers, toutes les falaises, toutes les mares de marée. L'île est leur salle de classe, leur terrain de jeu, leur monde entier pour l'instant. Et lorsqu'ils sont assez grands pour aller à l'université à l'étranger, beaucoup reviennent finalement. À Tristan, les personnes âgées ne sont pas invisibles. Elles ne sont pas envoyées en maison de retraite. Elles s'asseyent à la même table, partagent les mêmes repas et racontent les mêmes histoires.
Le savoir ici ne se trouve pas sur Google, il se transmet de personne à personne, de génération en génération. L'île n'a pas d'algorithme. Elle a une mémoire. Au centre de la vie sociale de l'île se trouve le pub Albatros, le seul pub de Tristan da Cunha. C'est là que les nouvelles sont partagées, que les débats sont réglés et que les étrangers, rares, sont accueillis. En partie taverne, en partie salle communale, en partie salon. Chaque communauté a besoin d'un endroit où tout le monde se rassemble. C'est le leur. L'économie de l'île repose sur deux choses, le homard de Tristan et les timbres-poste. Le homard, une espèce prisée que l'on ne trouve que dans ces eaux, est exporté et très recherché. Un système de quotas limite strictement le nombre capturé chaque saison. Ici, la durabilité n'est pas une tendance. C'est une question de survie. Les timbres-poste de Tristan da Cunha sont célèbres auprès des collectionneurs du monde entier. Comme ils sont peu imprimés et que peu de personnes visitent l'île, ils sont extraordinairement rares. Un seul lot peut se vendre plusieurs centaines de dollars aux enchères. L'île transforme son isolement en produit et le monde paie cher pour cela. Au-delà de la mer, les habitants cultivent leur propre nourriture, surtout des pommes de terre. Les potato patch sont des parcelles transmises de génération en génération. Des murs de pierre protègent les cultures du vent et du sel marin. C'est une agriculture pratiquée comme il y a 2 siècles. Elle reste efficace. Les bovins et les moutons paissent dans les pâturages communs du plateau de l'île. Le lait, le beurre et la viande sont produits sur place, pas de chaîne de froid, pas de transport. Ce que l'île produit, l'île le consomme. Il y a quelque chose de radical dans une communauté encore vraiment autosuffisante. Il n'y a qu'un seul magasin sur l'île. Un seul. Il propose des articles de première nécessité apportés par les navires d'approvisionnement, conserves, carburant, outils, médicaments. Quand les navires n'arrivent pas, les étagères sont vides. Pas d'application de livraison. Pas d'alternative. Les habitants ont appris à désirer moins. Ils ont compris que moins est souvent suffisant. Au cœur de l'île se dresse le Queen Mary Peak, un volcan endormi culminant à 2062 mètres. C'est le point le plus élevé de l'Atlantique Sud. La plupart du temps, le sommet est caché sous une couronne permanente de nuages. Gravir le sommet, c'est se fondre dans le ciel. Au sommet du Queen Mary Peak, à l'intérieur du cratère, se trouve un petit lac en forme de cœur. La plupart des habitants de la Terre ne le verront jamais. La randonnée est rude et le temps imprévisible. Mais ceux qui y sont allés décrivent un silence unique. Un silence qui n'existe que là où aucune route n'a jamais été construite. Le sentier vers le sommet traverse une dense forêt de fougères humides, puis des landes ouvertes, des rochers volcaniques nus, puis plus rien que le vent et l'altitude. Pas de rambarde, pas de balises, pas d'équipe de secours. On monte avec quelqu'un qui connaît la montagne, ou on ne monte pas. Du sommet, on peut voir l'île entière s'étaler sous soi comme une carte. Le village, les potato patch, le port, tout ce dont une communauté a besoin à portée de vue. Et au-delà, dans toutes les directions, l'océan. Rien que l'océan. C'est la vue la plus complète de l'isolement que vous verrez jamais.
Les champs de lave de l'éruption de 1961 sont encore visibles le long de la côte. Des rivières de roches noires figées se sont répandues dans la mer et ont durci en nouvelle terre. Des fleurs sauvages commencent à coloniser les bords. La vie revient lentement, obstinément. Le volcan a construit cette île. Le volcan rappelle qui est le maître. Sur la côte sud de l'île se trouve Sandy, une baie abritée rare avec un climat plus doux. Des arbres fruitiers y poussent et ne survivent nulle part ailleurs sur l'île. Des otaries de l'Antarctique viennent s'allonger sur les rochers en grand nombre, totalement indifférentes aux humains. C'est la seule concession de l'île Homo tropicale. Kilomètres au sud se trouve l'île Nightingale, l'une des plus grandes réserves d'oiseaux marins sur Terre. Des millions d'oiseaux y nichent chaque saison, pétrels, puffins, albatros et plus encore. Le bruit est assourdissant. Le ciel semble fait d'ailes. Aucun humain n'y vit. Les oiseaux y règnent entièrement. Le manchot rocopère se reproduit ici par dizaines de milliers. Avec leurs crêtes jaunes pointues et leurs yeux rouges féroces, ils semblent perpétuellement agacés. Ils sautent entre les rochers avec une agilité stupéfiante, totalement indifférents aux humains. C'est leur île. Les visiteurs sont l'exception. Puis vient l'île inaccessible, un nom totalement approprié. Ces falaises plongent droit dans l'océan, sans plage, sans point d'amarrage, sans entrée évidente. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, abritant un ensemble extraordinaire d'espèces endémiques, dont le inaccessible islandrail, le plus petit oiseau incapable de voler au monde. Ce minuscule oiseau a évolué en isolement total, sans prédateurs et sans besoin de voler. Il pèse moins de 35 grammes, plus léger qu'une balle de golf. Il n'a jamais rencontré de rats, de chats ou d'humains jusqu'à très récemment. Sur l'île inaccessible, l'évolution a mené sa propre expérience privée pendant des milliers d'années. L'île Goug, à 350 km au sud, est l'une des colonies d'oiseaux marins les plus importantes au monde. L'albatros de Tristan y niche presque nulle part ailleurs. L'Afrique du Sud maintient une petite station météorologique toute l'année. Les scientifiques qui y sont basés font partie des humains les plus isolés de la planète. L'albatros de Tristan a une envergure approchant les 3 mètres, plus large que la plupart des pièces. Il vole pendant des années, se posant rarement, parcourant des centaines de milliers de kilomètres au cours de sa vie. Pourtant, il retourne toujours sur l'île Goug pour se reproduire. Il retrouve toujours son chemin. Peut-être n'est-il pas si différent des habitants de Tristan d'Acunha. Sous la surface, les eaux autour de Tristan sont extraordinaires. L'île se trouve dans l'une des plus grandes zones marines protégées au monde. Des forêts de varechs géantes, certaines atteignant 20 mètres, abritent tout un écosystème caché. Des requins sedgésiers, des baleines franches australes et les homards de Tristan se déplacent dans ces cathédrales sous-marines. Quand un navire d'approvisionnement arrive, toute l'île se mobilise. Pas parce que c'est excitant, même si ça l'est, mais parce que tout le monde a attendu. Attendu les médicaments, les pièces de rechange, le courrier des familles à l'étranger, le fromage, le café et les livres qui rappellent que le monde existe toujours. Le déchargement est un effort communautaire, tous participent. Les colis sont passés de main en main, empilés, triés et distribués. Tout le processus peut durer une journée,
parfois plus selon la mer. Puis le navire repart, et l'île se retrouve à nouveau autonome. Les mois passent. Ils se débrouillent. Les habitants de Tristan écrivent encore des lettres. De vraies lettres, sur papier, à l'encre. Les emails existent maintenant, mais la connexion est lente et instable. Une lettre venant de Londres peut mettre des mois à arriver, selon le calendrier des navires. Lorsqu'elle arrive, elle est lue attentivement, conservée, parfois relue. De l'île éduque les enfants de la maternelle au secondaire. Les classes sont très petites, parfois seulement 3 à 4 élèves par niveau. Les enseignants sont envoyés du Royaume-Uni par rotation, souvent pour 2 ou 3 ans. Certains tombent amoureux de l'endroit. Certains y restent. L'île dispose d'un petit hôpital et d'une équipe tournante de médecins et d'infirmières. Pour les urgences dépassant leur capacité, l'établissement médical le plus proche est en Afrique du Sud. Pour s'y rendre, il faut une semaine de mer, dans des conditions rarement faciles. Chaque habitant connaît bien cette réalité. Internet est enfin arrivé à Tristan da Cunha. La connexion satellite permet désormais aux habitants d'accéder au même monde que nous tous. Ils peuvent regarder des films, passer des appels vidéo à leur famille, lire les informations en temps réel. Mais la manière dont ils utilisent cet accès en dit long sur qui ils sont. Les jeunes de Tristan sont envoyés au Royaume-Uni pour poursuivre leurs études. Ils arrivent dans des villes de millions d'habitants, ayant grandi dans une communauté de 250 personnes. L'adaptation est profonde. Tout est bruyant, rapide, anonyme et écrasant. La plupart reviennent. La maison gagne toujours. Tristan da Cunha se gouverne via un conseil de l'île, avec des membres élus et un administrateur nommé. Les décisions majeures affectant la communauté sont discutées publiquement et prises par consensus. Quand tout le monde connaît tout le monde et dépend de tout le monde, la politique prend un caractère différent. On ne peut pas perdre mal ici. Vous verrez le perdant au dîner. Le tourisme existe à Tristan, mais très limité. Environ 300 visiteurs par an, presque tous arrivant sur des navires d'expédition. Pas d'hôtel. Les visiteurs séjournent chez des familles locales ou dans des hébergements simples. Si le temps tourne, ce qui arrive souvent, votre navire peut ne pas pouvoir accoster. Les rares visiteurs décrivent l'expérience comme véritablement bouleversante. Pas à cause du paysage, bien qu'il soit spectaculaire, mais à cause des gens. La chaleur, l'ouverture, l'absence totale de mise en scène. Ces personnes n'essaient pas d'impressionner. Elles sont simplement elles-mêmes. Chaque soir à Tristan da Cunha, le soleil se couche sur 2000 km d'océan ouvert. Aucune lumière urbaine pour rivaliser. Pas de pollution, pas de bruit, pas de notification. Juste le ciel qui fait ce qu'il a toujours fait, observé par les mêmes familles qui l'ont toujours regardé. Certains endroits dans le monde refusent d'être pressés. Tristan da Cunha en fait partie. Nous vivons dans un monde qui célèbre la connexion, la vitesse et le choix infini. On nous dit que plus est toujours mieux, que le progrès signifie expansion. Mais voici une communauté de 250 personnes qui a choisi un rocher au milieu de l'océan 2 fois. Une première fois à leur arrivée.
et une seconde fois en revenant après tout le reste. Lorsque votre navire s'éloigne et que l'île rétrécit dans l'océan, quelque chose reste avec vous. La question de ce qu'est réellement une bonne vie. Ce que signifie réellement une communauté. Ce que cela fait d'appartenir à un endroit de manière si complète qu'aucun confort ne pourrait le remplacer. Tristan d'Acunha ne répond pas à cette question. Elle vous l'a fait juste poser pour la première fois depuis longtemps.